Et place à notre invité Mathieu. On accueille avec beaucoup de plaisir Jean-Thomas Le Sueur, directeur général de l'Institut Thomas More et spécialiste des questions des migrations. Soyez le bienvenu. On est ravis de vous accueillir. Merci beaucoup. Mathieu. Alors, Jean-Thomas Le Sueur, le débat sur l'immigration évolue depuis, je dirais, quelques semaines. Il y a eu d'abord la proposition gouvernementale portée par Olivier Dussopt et Gérald Darmanin. Ensuite, plus récemment, la proposition des Républicains, qui se pose la question de l'immigration tout autrement et qui est au cœur de la conversation publique en ce moment. Et c'est à partir de cette proposition que j'aimerais commencer notre entretien en vous demandant si, vous avez publié, il y a quelques mois déjà, je crois, une note à Thomas More en fixant des paramètres de ce que pourrait être une véritable réforme de la politique d'immigration. Est-ce que la proposition des Républicains, telle que présentée jusqu'à présent, vous semble à peu près, dis-je, correspondre aux besoins de la France en la matière? Elle est insuffisante, elle va dans le bon sens, mais elle est insuffisante. Elle va dans le bon sens sur un premier point. Je vous rappelle que la proposition, ce sont 2 textes de loi. La première sur les aspects constitutionnels, et je vais y revenir, et la deuxième sur des dispositions de durcissement un peu tous azimuts de la politique migratoire. Donc la prise en compte en fait du blocage juridique et donc son déblocage par la proposition constitutionnelle que font les LR va dans le bon sens. On a, et on va sans doute en parler, un vrai conflit aujourd'hui entre le politique et le droit, si je puis dire, et notamment le droit supranational, mais pas seulement. Et donc il faut clairement le résoudre, et c'est l'une des clés aujourd'hui de pouvoir entreprendre une vraie politique migratoire, dont l'objectif serait, et ça pour le coup les LR l'affiche clairement, une baisse notoire des flux. Le grand enjeu, c'est la baisse des flux. Quand on parle de maîtrise, c'est insuffisant en fait. Il ne s'agit pas seulement de maîtriser un mouvement, il s'agit de baisser les flux migratoires. Quant au deuxième projet de loi, donc, qui est plus avec des propositions qui sont un peu plus diverses, je dirais qu'il manque 2 choses principales. D'abord, un volet assimilation, c'est-à-dire que moi, je crois beaucoup, comme l'économiste anglais Paul Collier, qu'on ne peut pas penser la question migratoire sans penser la question de l'intégration et de l'échec de l'intégration, puisque l'intégration, c'est le mot en fait de la société multiculturelle. Donc en fait, il faut oser utiliser le mot d'assimilation. Il y a un très bon livre de Cousselière, de Vincent Cousselière sur ce sujet. Donc c'est un angle mort du texte LR. Et puis le deuxième angle mort, c'est quand même la question, alors qui est très tabou en France depuis une vingtaine d'années, qui est la question des naturalisations, de l'accès à la nationalité française. En fait, depuis la loi Chevènement de 97, qui en fait effaçait la loi Pasqua de 94, la question du droit à la nationalité, de l'accès à la nationalité n'est plus jamais posée dans les débats migratoires, et notamment là. Et je pense que c'est une erreur, parce que en fait, la facilité de l'accès au droit, à la nationalité française est l'une des fameuses pompes aspirantes dont on parle si souvent. Donc je vous répondrai en un mot, va dans le bon sens, mais pas complet. Alors, allons sur la question des institutions, qui est assez centrale. Éric Zemmour, au moment de la présidentielle, disait qu'il faut un référendum pour donner à l'État les moyens, ou le gouvernement, le moyen de mener sa politique migratoire parce que le cadre juridique actuel ne le permet pas. C'était aussi le propos de Marine Le Pen. C'est aussi en ce moment le propos de Laurent Wauquiez. C'est aussi le propos, on le comprend plus largement, des LR. Est-ce que véritablement le cadre constitutionnel actuel ou le cadre juridique actuel rend impossible une politique d'immigration telle que vous la souhaitez, telle que vous l'appelez? Alors oui, et très simplement, parce qu'effectivement, je le disais, il conviendrait aujourd'hui de s'affranchir d'un certain nombre de traités internationaux ou de jurisprudence de certaines cours, que pour le faire, il faudrait passer par la Constitution pour pouvoir, donc vous avez un ordre juridique, une hiérarchie du droit qui fait que les traités internationaux, je le rappelle, sont au-dessus du droit national. Sauf que le problème, c'est que l'appel au référendum, en particulier par l'article 11 de la Constitution, est aujourd'hui borné, en fait, dans les thèmes qu'il peut aborder. Ce sont principalement des sujets économiques, institutionnels, économiques et sociaux. L'immigration n'entrerait pas dans le cadre de cet article 11. Donc, vous devez en fait le retoucher pour pouvoir en fait poser la question migratoire, poser une question sur les problématiques migratoires. Alors, ça se pose en 2 temps aussi. On dit, sur le plan institutionnel, il y a la possibilité de redéfinir le cadre national, mais dans tout ce débat, il y a aussi le rapport au droit européen. Et dans la proposition des LR en ce moment, il y a cette idée que il faut restaurer le primat du droit national sur le droit européen. Gérald Darmanin au gouvernement dit c'est une forme de Frexit qui ne dit pas son nom. Une bonne partie de la gauche dit ce problème ne peut se régler qu'au niveau européen. Dès lors, le droit européen doit primer. Que penser de ces propositions nombreuses? Non, là, en l'occurrence, ce sont les LR et les autres acteurs politiques que vous avez nommés tout à l'heure qui ont raison. Très clairement, aujourd'hui, encore une fois, l'État français, comme les autres États européens, ont les mains liées sur un certain nombre de sujets, qui est notamment de qui on reçoit sur le territoire, la question des déboutés, du droit d'asile, etc. On les mains liées par des traités internationaux, encore une fois, mais aussi de la jurisprudence, et je me permets de corriger ce que vous disiez, la jurisprudence
de cours internationales. On pense à la Cour de justice de l'Union européenne de Luxembourg, on pense à la Cour européenne des droits de l'homme de Strasbourg, mais aussi par la jurisprudence interne de la Cour constitutionnelle et du Conseil d'État français. Donc le sujet, c'est quelles clés on utilise pour en fait... Et en fait, c'est un sujet presque de philo-politique, c'est-à-dire que comment est-ce qu'on redonne l'ascendant du politique sur le droit ? Pas à vous que je vais expliquer que depuis une quarantaine d'années, le droit a en quelque sorte emmailloté le politique, la victoire du droit et même des droits, dit-on, etc. Et qu'aujourd'hui, en fait, le politique est effectivement très, très entravé dans son action. Et donc aujourd'hui, il y a clairement, on a devant nous ce grand sujet-là. Et donc, il me semble que les responsables politiques qui portent cette proposition de réforme constitutionnelle pour redonner encore une fois le primat sur le référendum ou une loi organique, par exemple, va dans le bon sens. Arthur de Vatrigan. Donc on parlait d'immigration légale à laquelle il faut s'attaquer en premier, et donc vous expliquez qu'il y avait des clés pour pouvoir avoir les mains libres pour pouvoir le faire. Mais quid de l'immigration illégale ? Parce que si on suppose qu'on interdit ou on restreint l'immigration légale, il y aura une immigration illégale plus importante. Or, à leur entendre notre ministre garde des Sceaux, on peut exclure personne, les OQTF ne sont pas applicables. Comment faire pour empêcher cela ? Alors... D'abord, en fait, la vraie grande question, c'est je l'ai dit tout à l'heure, c'est de stopper ou de limiter les flux. Puisqu'effectivement, aujourd'hui, on a un cadre légal et réglementaire d'une part, et des outils qui fonctionnent mal. Donc, assez simplement, je vous dis d'abord, commençons par réduire les entrées. Assurément. Et ensuite, si vous voulez, sur l'application, si votre question c'est sur l'application des OQTF elles-mêmes, il y a un certain nombre de mesures techniques à prendre. D'abord, il faut faire en sorte que les personnes déboutées du droit d'asile ne se perdent pas si facilement dans la nature comme c'est le cas aujourd'hui. Donc il y a un certain nombre de mesures assez techniques à prendre. Hein. Vous pouvez aujourd'hui les tenir dans les centres de rétention. La France est un des pays européens où le délai de rétention est le plus court. On pourrait le rallonger très fermement. Et après... La question des OQTF, de l'application des OQTF, c'est la question des laissez-passer consulaires avec les pays de... Et donc là, nous n'avons rien d'autre à dire, et ça n'est pas simple. Patrick Stéphanie, dans son livre sur le sujet, l'a très très bien dit. Nous n'avons rien d'autre à faire que d'engager des bras de fer avec un certain nombre de pays qui, aujourd'hui, évidemment, ont parfaitement compris notre fragilité sur le sujet. Et donc, c'est une question éminemment politique. C'est pas une question... Là, pour le coup, c'est pas une question de droit, c'est une question... d'abord et avant tout politique. Alors, nous allons revenir sur la question du droit d'asile dans un instant, mais j'aimerais prendre le relais d'Arthur de Vatrigan sur cette question. Le débat porte sur, dans l'espace public, on dit stopper l'immigration illégale, stopper l'immigration illégale. Mais je posais la question presque sur le mode de l'analyse politique. Est-ce qu'une partie de notre classe politique ne parle pas avec ardeur de l'immigration illégale pour nous faire oublier que l'essentiel de l'immigration qui transforme fondamentalement la démographie française, c'est une immigration légale pour l'essentiel. Donc est-ce que l'emphase mise sur l'immigration illégale n'est pas une manière de faire oublier que la transformation démographique du pays vient en bonne partie d'une immigration légale sur laquelle il y a peu de volonté d'emprise ? Alors, ce serait prêter des intentions machiavéliques aux responsables politiques dont nous parlons. Je ne suis pas convaincu qu'ils en soient capables. Et je pense qu'au fait, aujourd'hui, on pourrait sourire et se chamailler, mais je crois que fondamentalement, les responsables politiques français et peut-être étrangers ailleurs en Europe considèrent aujourd'hui que la question migratoire est trop grande pour eux. C'est trop compliqué. C'est éminemment politique. C'est vraiment d'abord et avant tout une question... une question politique qui touche le politique au sens de Julien Freud, n'est pas la politique. Donc c'est une question éminemment politique et à mon avis aujourd'hui trop grande pour eux. Donc en fait, ils accompagnent un mouvement. Je vais vous citer 4 lignes de la grande démographe Michel Tribala qui dit ça très justement. Je me permets de la citer. Le pouvoir politique ayant consenti en quelque sorte à sa propre impuissance, il a trop tendance à penser sa mission comme étant essentiellement pédagogique à l'égard d'une opinion publique qui croit encore que la question migratoire est un sujet politique. Pour une bonne partie des élites, une limitation de l'immigration étrangère n'apparaît plus comme une option. Je crois que fondamentalement, nous avons en face de nous des dirigeants politiques. Et, excusez-moi, je garde la parole un instant, Gérald Darmanin donne raison à Michel Tribala le 6 décembre dernier à l'Assemblée nationale. L'immigration est un fait qui fait aussi la France, qui a fait son passé et qui fera sans doute son avenir. Il ne sert à rien d'être contre. Pardon, j'ai perdu ma ligne. Que veut dire être contre le mouvement des hommes sur la Terre ? Donc c'est une forme de fatalisme qui, à mon avis, maquille non pas un machiavélisme,
sauf peut-être quelques doctrinaires. Mais fondamentalement, en fait, un aquabonisme technocratique, c'est trop grand maintenant, on n'y arrive pas, donc on accompagne sans cesse le mouvement. Et en fait, tous les textes de loi qu'on vote depuis des années, ou les dispositions européennes, on va en parler tout à l'heure, le Conseil de l'Union européenne a dévoilé son pacte là, il n'y a pas très longtemps, ce sont les accompagnements techniques, juridiques, financiers d'un mouvement auquel on a fondamentalement décidé, ils ont décidé dans leur tête qu'on ne pouvait rien. Alors, basculons vers la question du droit d'asile. Allez-y. Puis j'attends parce que je voudrais rajouter, parce que je suis tombé cette semaine, cette semaine, le président de la République a dit quelque chose. Seule votre chaîne, à ma connaissance, s'en est fait l'écho, quelque chose de fascinant, parce que ça va dans ce sens-là. Au salon Vivatech, là, le 14 juin dernier. Quel est le principal problème qu'on a sur l'immigration ? C'est très peu un problème de principe, c'est un problème de capacité de traitement de données. On a beaucoup de gens qui arrivent, on a des règles qui sont anciennes et on les traite comme au début du XXe siècle. C'est très peu un problème de principe, c'est un problème de capacité de traitement de données. Donc en gros, ayez les bons logiciels et les bons ordis et vous réglez le problème. Voilà, non, alors que ça n'est d'abord et avant tout qu'un problème de principe, par définition. La question migratoire est tellement politique, elle pose tellement la question de l'avenir de nos peuples et de leur identité, elle touche tellement tous les aspects de la vie sociale et politique. C'est la grande question du politique des prochaines décennies, mais c'est pas à vous que je le... Et vous m'obligez à rapporter d'une question, la question que je vais vous poser sur le droit d'asile. Abordons la question de la démocratie. Sondage après sondage après sondage, on comprend qu'une très nette majorité de Français, entre 60 et 70%, considèrent qu'il y a trop d'étrangers en France, qu'il faudrait soit stopper, soit contenir significativement les mouvements migratoires. Globalement, il faut en finir, il faut dire stop. Et massivement, les élites politiques considèrent que c'est soit impossible, soit indésirable. Diriez-vous que cet écart entre la volonté populaire et son traitement par le système politique aboutit à une crise démocratique ou un problème démocratique? Ça n'est vraiment pas le seul, mais oui, naturellement. Si l'on considère que la question, je le redis, que la question migratoire est l'une des toutes principales questions du politique pour aujourd'hui et pour demain, elle est aujourd'hui le quatrième ou le cinquième sujet de préoccupation des Français. Mais à mes yeux, elle est sans doute la première question politique lourde. Oui, il va sans dire que ça contribue à une crise démocratique, puisque les Français répètent et votent. Alors, les personnes légalement élues l'ont été. Emmanuel Macron et sa majorité ont été élus. Mais enfin, on peut effectivement considérer que et les sondages et les élections de ces dernières décennies prouvent une défiance à l'égard de la question migratoire. Et on n'y répond pas. Mais je pense que, alors effectivement, avec cette idée que, j'ai cité Darmanin, François Héran, professeur au Collège de France, vient de sortir un livre sur l'immigration. Là aussi, c'est très spectaculaire. C'est un fait, c'est une donnée qui ne va que s'amplifier. Il n'y a rien d'autre à faire que d'accompagner le mouvement et de créer les amortisseurs nécessaires à. C'est tout. C'est le seul horizon politique qu'il se fixe. Droit d'asile. Alors, une formule s'est imposée de plus en plus ces derniers temps, qui était utilisée pendant un temps par de bons esprits, mais qui aujourd'hui se normalise. On dit que le droit d'asile est devenu une filière migratoire à part entière. Il n'y a plus d'emprise sur ça, et ce sont les immigrés qui imposent leur politique, ou les réfugiés, qui imposent finalement, qui imposent leur politique à la France, par leur simple présence, par leur volonté d'entrer. Est-ce qu'on pourrait dire que le droit d'asile est véritablement devenu une filière migratoire à part entière? Oui, bien sûr. De toute façon, aujourd'hui, toutes les catégories d'entrée légale sur le territoire, on pourrait les prendre une par une, on ne le fera pas, sont aujourd'hui détournées pour partie naturellement, à des fins d'immigration illégale, mais y compris l'immigration étudiante. On sait que, par exemple, il y a une immigration d'étudiants chinois dont on sait que les individus se perdent dans la nature après, restent en France. Bon. Donc oui, bien sûr, c'est devenu. Mais après, si vous voulez, on est pris au piège, si je puis dire, là aussi, encore une fois, du droit qui a corseté le politique, et puis d'un tabou. Et ce tabou, c'est la Convention de Genève de 1951. C'est-à-dire que le problème, c'est qu'on a, on a une espèce de religion du droit et de ce type de traités internationaux ou de conventions qui sont des conventions qui traitent des droits de l'homme. Si on se souvient ou qu'on fait un tout petit peu d'histoire du droit et qu'on se demande pourquoi et à quel moment cette convention a été signée, elle a été sortie au début de la guerre froide pour régler des problèmes de minorités, notamment les Allemands dans les Sudètes, et les problèmes des dissidents soviétiques qui s'annonçaient. Donc, pour régler des problèmes internes à la grande Europe, si je puis dire, et qui allaient toucher quelques milliers ou quelques dizaines de milliers de personnes. Donc, or, ce texte,
Évidemment, il y a une jurisprudence. Il n'y a pas eu d'amendement du texte, mais il y a des jurisprudences. Donc, je ne veux pas dire qu'il est absolument figé. Mais en tout cas, le socle, l'espèce de texte religieux, si je puis dire, de la question de l'asile, a été écrit dans un tout autre contexte que celui que nous connaissons aujourd'hui. J'ajoute à cela que quand on regarde l'origine des demandeurs d'asile, alors certains viennent de pays effectivement difficiles, hein, comme l'Afghanistan, mais pas très bas, enfin assez haut dans la liste. Vous avez la Côte d'Ivoire, vous avez même la Turquie. Enfin, en fait, le sujet, c'est de redéfinir ce que c'est qu'un réfugié. Vous prenez la Turquie a beaucoup monté l'an dernier, et on nous dit, quand vous lisez les textes, etc., que c'est notamment beaucoup de Kurdes qui veulent fuir le pays, mais surtout des jeunes Kurdes qui veulent fuir le service militaire, parce qu'en fait, ils sont brimés par l'armée turque. J'entends. Est-ce un motif de refuge ? C'est quoi un réfugié ? Quel est le degré de menace qui doit le poursuivre, si je puis dire, pour qu'il soit considéré comme un réfugié ? Or, et puis dernier argument, parce que ça, ce que je dis là, pourrait être mal pris, mais j'ajoute tout de suite que de toute façon, le taux, même s'il a baissé, le taux de déboutés, si je puis dire, prouve que de toute façon, il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas être reconnus comme réfugiés. Arthur de Vatrigan. Les ONG qu'on finance en partie et qui s'assoient souvent sur notre souveraineté, comme SOS Méditerranée à Toulon dernièrement, ont-elles une vraie responsabilité dans le flux migratoire illégal ? Oui, elles font le dernier kilomètre, le service du dernier kilomètre, si je puis dire, du clandestin. Donc effectivement, elles ne sont pas la seule cause. Je pense que il conviendrait de se poser quand même sérieusement la question de lutter contre le trafic d'êtres humains, mais j'ajoute les trafiquants d'êtres humains. Je pense qu'il y a quand même une vraie politique, une vraie géopolitique, voire même des opérations d'intervention à monter. Je pense qu'il faut aller jusque-là. Mais après, oui, il y a évidemment un sujet sur les ONG, puisque nous savons, c'est documenté, Frontex a montré 10 fois des vidéos, des bateaux de trafiquants, qui mettent des pauvres airs sur un pneumatique, qui font quelques centaines de mètres et qui sont repêchés par des bateaux d'ONG, ou parfois des bateaux de marine nationale. Hein. Donc il y a quand même un sujet où en fait on admet, on rend service aux trafiquants, si je puis dire. Et donc ce faisant, je pense qu'effectivement on pourrait imaginer des dispositions légales qui durcissent le droit à l'égard de ces ONG. Je rappelle que d'abord l'infraction pénale d'aide à l'entrée, à la circulation et au séjour irrégulier des étrangers existe, hein, dans le droit français, ça existe. Sauf qu'au fil du temps, ces 20 dernières années, de nombreuses immunités ont été ajoutées les unes après les autres. Donc aujourd'hui, en fait, cette infraction, elle est quasi vidée de sens. Et donc en fait, il faut, à mon avis, la rétablir telle qu'elle était avant 1998. Et donc, par exemple, en disant que l'exemption pénale, c'est qu'on ne soit pas poursuivi au titre de cette infraction, ne s'étend qu'à l'acte humanitaire ponctuel, c'est-à-dire qu'évidemment, vous aidez quelqu'un ponctuellement, vous n'êtes évidemment pas concerné, mais ne pourrait pas être accordé à l'acte organisé et prémédité, ce qui est le cas de ces ONG. Il nous reste 1 minute 13 secondes. Je parle trop. Ah, ben non, c'est parfait, vous êtes passionnant. Vous avez abordé la question de l'assimilation. Tout cela n'a aucun sens si on ne prend pas l'assimilation au sérieux. Alors, en 1 minute, maintenant 3 secondes, à quoi pourrait ressembler le début d'une réflexion concrète sur l'assimilation aujourd'hui, vu la transformation de la population française déjà? Oui, alors à 2 niveaux, les gens qui arrivent, une exigence nettement supérieure en termes de connaissance de la langue française, non pas de connaissance des valeurs républicaines comme c'est le cas aujourd'hui, mais en fait par exemple des questions sur la culture française et l'histoire de France, premièrement, et puis après le grand programme d'assimilation française, c'est forcément à mes yeux le ministère de l'Éducation nationale, l'école qui doit l'accomplir, et j'ajoute, parce que ça c'est ma tocade et j'en suis convaincu, une politique culturelle qui soit au service de l'identité et de l'histoire de France également, et de la culture française. Mais ça ne peut se faire finalement que sur 1, 2 ou 3 générations. Ah naturellement, l'assimilation ça prend du temps.